Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, les ados accros au porno. Le visionnage compulsif de vidéos X chez les jeunes de 14 à 24 ans atteint des niveaux alarmants. Étude Ipsos qui doit alerter les parents. Parcoursup, encore un quart des candidats sur liste d'attente. Plus de 200 000 lycéens à l'approche du bac ne savent pas ce qu'ils feront à la rentrée. Stress et inquiétude dans beaucoup de familles. Est-ce normal? Nous ferons le comparatif avec l'ancien système APB. Et à 8h20, le responsable de Parcoursup au ministère, Jérôme Teilhard, sera l'invité d'Europe Matin. Un cadre irakien de Daesh arrêté en France où il s'était fait admettre comme réfugié politique. Les informations de Didier François à suivre. La TVA à taux réduit dans la restauration a-t-elle encore du sens? La mesure n'a pas créé beaucoup d'emplois. Le gouvernement se dit prêt à la revoir, nous dira Nicolas Barré. Dans ce journal, Emmanuel Macron face aux mises en cause de ses comptes de campagne et la journée cruciale du Paris Saint-Germain. Le club parisien est-il sorti des clous en recrutant Neymar et Mbappé? L'UEFA va trancher, ce sera l'enquête du 8h avec Julien Pierce. Faut-il s'y résigner puisque les images porno sont à la portée de tous? Elles le sont aussi pour les plus jeunes. Mais ce qu'on apprend dans cette vaste enquête Ipsos réalisée pour la Fondapol, c'est que ce libre accès est devenu pour beaucoup une addiction. 21% des 14-24 ans consultent vidéo ou site X au moins une fois par semaine, 5% plusieurs fois par jour. Un apprentissage de la sexualité sur un mode parfois violent, stéréotypé, souvent sexiste, qui inquiète les spécialistes. Mais chez les ados, la pratique est devenue banale. Décomplexé, Maud Descamps. Devant la sortie de son lycée parisien, Nicolas, 17 ans, confie sans aucune gêne regarder très régulièrement des vidéos pornographiques. J'en regarde, comme majoritairement des jeunes, plus de 3 fois par semaine. Cet élève de classe de première assure n'avoir aucune addiction. Le porno au lycée est une banalité, assure Christine, élève dans la même classe. Tout le monde regarde du porno, absolument tout le monde. Les contenus pornographiques sont interdits aux moins de 18 ans. Pourtant, 15% des 14-17 ans regardent au moins une fois par semaine. Pour Cyril, rien de plus facile à trouver sur le web. À partir du moment où il y en a sur Internet, c'est parfaitement faisable. Et puis, personne dans la génération de nos parents sait utiliser les restrictions. Ils ne savent pas comment ça fonctionne en réalité. Toujours des moyens de contourner en fait. Contourner les filtres, c'est ce qui effraie le plus Marie, maman d'Adrien, 13 ans. Sur les téléphones portables, sur les tablettes, sur l'ordinateur, c'est compliqué de filtrer. Donc ouais, c'est un peu ma crainte ça. Plus ça que l'alcool, parce que l'alcool, ça se sent, ça se voit. Alors que les images, j'ai pas de moyen de savoir. Une pratique largement sous-estimée par les parents. Seulement 7% pensent que leur enfant regarde du porno, alors qu'en réalité, un quart des 14-24 ans en consomment régulièrement. Et oui, à part cela, pour les élèves de terminale, il y aura le bac dans 10 jours. Et pour une partie d'entre eux, l'incertitude de leur affectation à l'université à la prochaine rentrée. Parcoursup laisse encore quelques 200 000 candidats en liste d'attente. Le système a démarré il y a un peu plus de 2 semaines, tandis que l'an dernier, à la même date du 8 juin, tombaient les résultats de l'ancien système APB. Vous avez fait le comparatif, Virginie Salmen. Un peu plus de 650 000 candidats avaient reçu une proposition d'affectation à cette date sur APB l'an dernier. Avec Parcoursup, c'est 611 000 élèves. C'est donc assez comparable. Mais ce qui différencie les deux systèmes, c'est que plus de 60% des élèves avaient obtenu leur premier vœu sur APB. Impossible d'en dire autant pour Parcoursup puisque les vœux ne sont plus classés par ordre de préférence. On ne saura donc pas quel est le taux de satisfaction des candidats. La Fédération de parents d'élèves PEP, plutôt favorable à Parcoursup au début, commence à montrer des signes d'inquiétude. En particulier, nous dit Samuel Sivy, à cause de cette absence de classement des vœux. Ça a bougé relativement vite et d'ailleurs plus vite que ce qu'on a anticipé au début, les premières semaines. Mais là, depuis quelques jours, il semblerait que les listes d'attente ne diminuent plus trop. Il n'y a plus de nouvelles réponses positives. On a parlé à des proviseurs de classes préparatoires de très bon niveau qui pour l'instant n'ont que 3 ou 4 élèves qui ont répondu oui et les autres restent en attente sur leurs autres vœux au cas où ils pourraient avoir de meilleures formations. Pour la PEP, cette situation pourrait durer jusqu'à la fin des listes d'attente, c'est-à-dire jusqu'à la rentrée de septembre. Et donc, Jérôme Teilhard, le responsable de Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur, répondra à nos questions à la fin de ce journal. Europe 1, 8h04. Il n'y aura sans doute pas de communiqué commun à l'issue du G7 qui commencera tout à l'heure dans la petite ville de la Malbaie au Québec. Peu de chances que Donald Trump inscrive son nom au bas du même parchemin que Justin Trudeau et Emmanuel Macron. Le Canadien et le Français ont répété qu'ils ne se laisseront pas intimider par les menaces de guerre commerciale de l'Américain. Donald Trump leur a répondu par un tweet pas très diplomatique ni très aimable, conclu par cette phrase « J'ai hâte de les voir ». Emmanuel Macron, par ailleurs imperturbable
imperturbable face aux dernières révélations et enquête en cours en France. William Galibert. Les remous ont traversé l'Atlantique. Emmanuel Macron a tâché de dissimuler toute trace d'agacement, surtout ne pas trahir une quelconque gêne devant les caméras. Pourtant, 2 affaires ont rattrapé le président à plus de 5000 km de Paris. Ses comptes de campagne sont mis en cause. Réponse très sèche en 3 secondes chrono. Il y a en France des commissions compétentes et un juge qui ont déjà jugé les comptes de campagne. Et puis il y a ces soupçons contre Alexis Kohler, son homme de confiance à l'Elysée. En conférence de presse aux côtés du Canadien Trudeau, il refuse d'abord de répondre. J'ai 2 engagements simples dans la vie. Je ne parle jamais d'une procédure judiciaire en cours, je ne l'ai jamais fait. Et je ne parle jamais de sujets domestiques quand je suis à l'international dans des conférences de presse. Et je ne vais pas commencer aujourd'hui. C'est dans son avion, un peu plus tard et en tout petit comité, qu'il vole au secours de son plus proche conseiller. Je connais chacun des membres de mon équipe. Ce sont des gens d'une probité exemplaire. Et lui, au premier chef, assène Emmanuel Macron. Pas un mot de plus sur les polémiques. Le chef de l'État a un rendez-vous à préparer. C'est le plus important de son séjour canadien. Un tête-à-tête pour démarrer le G7 face à Donald Trump. Montréal, William Galibert, Europe 1. L'économie ce matin, c'est une piste explosive. Pour la première fois depuis longtemps, le gouvernement se dit prêt à revoir les taux réduits de TVA dont bénéficient certains secteurs. Nicolas Barré. Et on pense aussitôt à la restauration qui bénéficie d'un taux réduit de TVA de 10%. C'est Bruno Le Maire qui a mis les pieds dans le plat. Le gouvernement est à la recherche d'économies dans le maquis des aides aux entreprises qui coûtent 140 milliards d'euros par an. Parmi ces aides, il y a donc les taux de TVA réduits qui font perdre à l'État plus de 50 milliards d'euros de recettes. Alors est-ce vraiment justifié? Et cet argent ne serait-il pas mieux dépensé autrement? C'est la question taboue que pose le ministre de l'économie. Et les restaurateurs se sentent visés? Eh bien oui, parce qu'avec le recul, plusieurs études ont montré que les taux réduits de TVA n'avaient pas eu les effets espérés. D'abord, plus de la moitié des bénéfices ont été empochés par les restaurateurs plutôt que répercutés en baisse de prix. Ensuite, ce cadeau fiscal était censé créer des emplois. Il en a créé un peu, en effet, mais à un coût 5 à 6 fois plus élevé que les baisses de charges sociales. Autrement dit, mieux vaudrait avec le même budget financer d'autres mesures d'allègement de charges. C'est cette opération vérité que propose Bruno Le Maire au risque de diviser, car à Bercy, son collègue du budget, Gérald Darmanin, n'est pas du tout prêt à toucher à la TVA sur les restaurateurs. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Merci. TVA réduite et bistrot en moins. Malgré cela, depuis 10 ans, les bistrots parisiens sont de plus en plus souvent remplacés par des sandwicheries ou des restaurants exotiques. Une association veut les protéger. On en parlait avec Mathieu Noël. En obtenant l'inscription au patrimoine culturel de l'UNESCO, elle va déposer un dossier en septembre. Un café sur le zinc et plus, Martin Fenot. Une saucisse sèche sur une planche en bois, charcuterie posée sur le comptoir quand 2 clients entrent dans le bistrot. Vous servez de la bière avec quelques rondelles de votre spirale merveilleuse là? La spirale merveilleuse, c'est le saucisson que Daniel tranche à côté des tireuses à bière. Ici, on fait pas de chichi, mais on met que du bon dans l'assiette. Nous, on les voit arriver, on sait déjà ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire, presque. Demi de blonde pour Xavier et Marc qui sont allés s'asseoir. Et on arrive, paf, sans rien demander, on a nos rondelles de sauce, notre bière, notre pain, du beurre. On est artisan. Il y a un côté simple comme à l'atelier, quoi. Au coude à coude, sur des tables en bois, dans les assiettes, des plats à 16-20 € préparés par David. Je fais de l'agneau, je fais de la pintade, des poulets, tout ce qui est la frite maison aussi. Ouais. Les gens, ils aiment bien la cuisine de grand-mère. Le bistrot, c'est celui de la famille Morel. Le patron Christian a conservé au sol le carrelage jaune et marron de l'époque de ses parents. Je suis resté sur la trame de ce que faisaient mes parents, quoi. En fait, des établissements comme nous, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup, quoi. Ça fonctionnait avant, ça fonctionne toujours. Même si aujourd'hui les clients sont moins nombreux, je passe plus de temps, dit-il, devant les feuilles de compte que derrière le comptoir. Reportage de Martin Fenot. Et dans un instant, la suite, l'arrestation d'un cadre de Daesh qui était réfugié politique en France et l'enquête du 8h sur les folles dépenses du PSG. Europe 1. 8h10, la suite du journal avec Patrick Cohen. Un réfugié politique irakien a donc été arrêté à Lisieux en Normandie et mis en examen en mars dernier à Paris. On ne l'apprend qu'aujourd'hui. On le soupçonne d'avoir été un cadre de Daesh et surtout, Didier François, et surtout cet homme aurait participé à un terrible massacre dans son pays en 2014. Effectivement, l'un des plus abominables crimes de guerre commis par l'État islamique, pourtant spécialiste du genre. 1700 prisonniers exécutés en 24 heures. C'était donc effectivement le 11 juin 2014 à Tikrit en Irak. C'est la ville dont était originaire Saddam Hussein. Elle est conquise alors par les tribus locales qui se sont ralliées à Daesh. Et au moment où elle s'empare de la ville, elle capture tout un contingent de jeunes appelés, recrutés un peu partout en Irak, et qui ont été regroupés sur la base aérienne locale pour y recevoir leur formation initiale de soldats. La plupart d'ailleurs ne sont pas encore armés et ils se rendent sans tirer le moindre coup de feu, persuadés d'être traités en prisonniers de guerre.
Grosse erreur. Dès le lendemain, les guerriers tribaux remettent leurs détenus aux djihadistes et là commence un abominable massacre. Les jeunes appelés sont tous allongés par terre, mains ligotées dans le dos. Le premier qui ose parler ou relever la tête est immédiatement abattu. Ils sont ensuite emmenés 10 par 10 jusqu'à des fosses communes qui ont été hâtivement creusées dans le sol et où ils sont exécutés en masse par des escadrons de la mort qui leur vident les chargeurs de leur kalachnikov dans le dos en riant. Et ça, on le sait parce que c'est la première fois qu'un crime de guerre est filmé par les bourreaux de manière volontaire, puisque les images de ce massacre ont été largement diffusées sur Internet à fin de propagande. Ça, c'est Daesh. Didier François, merci. Cet homme a donc été mis en examen et son statut de réfugié politique, évidemment, a été supprimé. Europe 1, 8h12. Le Paris Saint-Germain a-t-il dépensé sans compter? C'est une question qui devrait peser lourd. Le club parisien risque gros. C'est l'UEFA et son instance de contrôle financier qui doit décider aujourd'hui de l'étendue des sanctions contre le PSG après les transferts faramineux de l'été dernier. On s'en souvient, plus de 400 millions d'euros pour Neymar et Mbappé. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Julien Pierce. Bonjour Patrick. Est-ce que le PSG va être sanctionné? Eh bien, cela semble inévitable. Même au sein de la direction du PSG, on ne se fait pas trop d'illusions. Il y aura des sanctions, reste à savoir lesquelles, car l'arsenal répressif de l'UEFA est large. Cela va de la grosse amende à l'exclusion de la Ligue des Champions, ce qui serait une catastrophe pour le Paris Saint-Germain. Entre les deux, vous avez l'encadrement de la masse salariale ou encore l'interdiction de recruter de nouveaux joueurs. Il y a 4 ans, le club parisien avait déjà été sanctionné. 60 millions d'euros d'amende, dont 40 avec sursis. Aujourd'hui, les mesures retenues pourraient être beaucoup plus contraignantes si l'UEFA estime qu'il y a bien récidive. Ça veut dire que les dirigeants du PSG avaient parfaitement conscience des risques qu'ils prenaient. Oui, d'autant plus qu'après le transfert record de Neymar, l'un des dirigeants du PSG avait, selon nos informations, averti en interne que le club devait arrêter les frais, mais sa mise en garde a été totalement ignorée par le propriétaire qatarien, qui a ensuite, quelques semaines plus tard, recruté Kylian Mbappé pour 180 millions d'euros. Le transfert de Mbappé s'est donc fait sur un coup de tête? Plutôt sur un coup de poker. Avec l'arrivée de Neymar, les dirigeants du PSG espéraient une augmentation très significative des revenus du club, une hausse à même d'équilibrer les comptes et donc de satisfaire les commissaires du fair play financier. Cette augmentation des revenus a bien eu lieu, mais elle n'a pas eu du tout l'ampleur espérée, explique l'économiste du sport Pierre Rondeau. En novembre dernier, on parlait d'un contrat renégocié avec Nike qui aurait pu passer de 25 millions d'euros par an à 50 millions d'euros par an. Aujourd'hui, c'est au point mort. On parlait en novembre dernier d'un nouveau contrat de sponsoring maillot à 50 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est au point mort. Donc, quand bien même il y a eu calcul en se disant je prends Neymar Mbappé et j'ai un retour sur investissement, dans tous les cas, ça a échoué. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Neymar pèse plus que le PSG tout entier. Plusieurs économistes m'ont expliqué que la popularité du Brésilien est telle que les marques préfèrent signer directement des contrats avec le joueur plutôt qu'avec son club. L'élimination prématurée cette saison en Ligue des Champions n'a évidemment rien arrangé. L'enquête du 8h de Julien Pierce à Roland-Garros, les demi-finales hommes cet après-midi. On en parle évidemment avec Corinne Boulou dans son journal de Roland-Garros à 8h35. Europe 1.